la députée, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, le Souvenir français, créé au lendemain de la défaite de 1871, a pour volonté d'honorer ceux qui avaient donné leur vie pour la patrie. Idée originale, unique que celle d'immortaliser les héros par le souvenir entretenu par les vivants. Idée tellement originale qu'elle est copiée par toutes les associations en mal d'existence par la disparition de leurs membres. Qui connaît les compagnons de la Libération ou les médaillés de la Résistance? Peu, à une époque où peut se produire la banalisation du pseudo-héros, qui ne fut que spectateur passif d'un événement entré dans l'histoire. Peu, grâce à l'inculture grandissante, comme disait un adulte lors d'une visite au cimetière de Terkabad, le mot libération, je l'ai déjà lu. Nous étions face à des tombes de compagnons de la Libération. Qui connaît les martyrs de la roseraie? Certainement les Balmanais, qui connaissent l'un d'entre eux, car la municipalité a attribué à son nom une grande avenue, l'avenue Pierre Coupeau. Lorsque certains entraient dans la collaboration, plus par fidélité aux vainqueurs de Verdun, d'autres, à peine âgés de 20 ans, mouraient pour un idéal de liberté, sans savoir même qu'à Toulouse, le nom de Charles de Gaulle faisait partie de l'histoire judiciaire locale. Le 4 juillet 1940, après son appel du 18 juin, le Conseil de guerre de la 17e région militaire de Toulouse condamne le général de Gaulle pour refus d'obéissance et excitation de militaires à la désobéissance. Considéré comme trop clément, le verdict de 4 ans de prison et 100 francs d'amende est annulé. La cour martiale de Clermont-Ferrand condamne le général de Gaulle à mort, à la dégradation militaire, à la saisie de ses biens, à l'indignité nationale, à l'exclusion de la Légion d'honneur et au retrait de la nationalité française. Ouvriers, étudiants, paysans, tous sans expérience, prennent le chemin qui conduit à la libération de la France. Dès 1942, Toulouse est occupée. Les usines de Blagnac fournissent des centaines d'appareils et des prototypes. La Snacaz répare les avions Junker. Les usines Breguet et la Técoère, fermées depuis 1943, ouvrent à nouveau. La poudrerie fournit 70 tonnes de poudre par jour. La cartoucherie fabrique des douilles pour l'armée roumaine. L'Onia produit du sulfate de cuivre échangé par les Allemands en Espagne. Dans l'usine Latécoère, la firme Junker construit 2 prototypes du M262, le premier avion à réaction. À partir de 1944, la production subit le sabotage organisé par la résistance. En juillet 1944, un mois avant la libération, la cartoucherie, qui doit livrer 1 million de douilles, n'en fournit que 40 000. Aux usines Latécoère, les prototypes Junker sont détruits. Aux usines de Saint-Martin-du-Touche, les mécanismes des hélices des avions de Voitine sont rendus inutilisables. Pendant cette occupation, les bistrots et les cafés restent très fréquentés par la population. Certains réquisitionnés sont des lieux de collaboration comme le Lafayette, place Wilson, la terrasse de l'Ours Blanc, rue Victor Hugo. D'autres sont fréquentés par la résistance, comme le café Borios avec Lippmann Nadler, médaillé de la résistance, ou comme le Père Léon avec Jean Cassou. La SIPO SD, génériquement appelée à tort Gestapo, avec 150 agents, mène des actions d'infiltration de réseau et procède aux arrestations. La résistance est active. Un 3e bombardement aérien le 25 juin 1944 vise les aéroports de Blagnac et de Francazal. Action diligentée et poursuivie sur la cartoucherie par Pierre Bénèche, médaillé de la Résistance. C'est donc dans ce contexte que le 28 juin 1944, à Toulouse, 7 jeunes résistants de l'armée secrète doivent se rassembler pour récupérer des armes et des munitions dans la cave d'une maison 6-22 rue Joseph Lebris, dans le quartier de la Roseraie. Le ZIPO SD, accompagné par la police française, a mis en place un dispositif de surveillance et d'interception.
Henri Hilaire, Bernard Méric, alias Montjoie, 24 ans. René Vess, alias Sevex, 18 ans. Raymond Verdier, 20 ans. Roger Vidal, 19 ans. Pierre Coupeau, 20 ans. Et René Pétain, 19 ans, se sont connus à l'école aéronautique de la Snacaz et dans les ateliers de l'usine Saint-Éloi, de Saint-Martin-du-Touche et de Cugnot, où s'organisent les sabotages. Parmi ces acteurs, Marcel Joyeux a été exécuté au Bois de la Reule. Contactés pour récupérer de l'armement, 5 d'entre eux se rendent au 22 avenue Jean-Joseph Lebris à La Roseraie, le 28 juin 1944. La maison est louée à la famille Pradine, proche de la Résistance. Le jour même, le fils Gaston organise une de ces surprises parties très connues, souvent propagées par un bouche à oreille. Le petit groupe de résistants fait partie des derniers fêtards. Doivent le rejoindre René Péter et Pierre Coupeau. Le dispositif policier rentre alors en action. La 8e brigade de police judiciaire effectue la perquisition pendant que la ZIPO-ST procède à l'arrestation de 5 suspects. Les documents trouvés permettent de prouver leur lien avec la résistance. Torturés, ils sont abattus sommairement dans la cave de la villa d'une balle à la nuque. Arrivé sur place, René Péter est arrêté le 28 juin 1944, puis emprisonné sous le nom de Verdier à la prison Saint-Michel de Toulouse, dans le quartier 2, cellule 14. Le 17 août 1944, il est extrait de la prison avec 53 autres prisonniers, puis ensemble sont dirigés par la milice vers la forêt de Buzet, où après avoir creusé leur tombe, ils sont fusillés et brûlés dans une grange. Pierre Coupeau, qui a réussi à s'échapper, sera dénoncé, trahi par un ami d'enfance devenu collaborateur, et arrêté le 30 juin grâce à son signalement. 1m66, cheveux noirs, yeux bruns, boite d'une jambe. Il est déporté avec 1088 hommes et 103 femmes vers le camp de Borenwald, à côté de Weimar. C'est la deuxième destination de déportation pour la France, avec 25 000 déportés, dont la moitié survivra. Arrivé le 8 août 1944, il porte le matricule 69 443 et le triangle rouge des déportés politiques. Il décède dans le bloc 60, le 29 mars 1945, à 6 heures du matin. Pierre Coupeau et ses camarades sont déclarés morts pour la France et une plaque commémorative a été apposée après-guerre sur la façade de la maison. Dans la mémoire toulousaine, ils sont les martyrs de la Roseraie. Pierre Coupeau, 2e classe FFI, recevra la Croix de guerre à titre posthume, puis par décret du 28 juillet 1955, publié au journal officiel du 5 août 1955, sera titulaire de la médaille militaire et se verra conférer la médaille de la Résistance, créée par le général de Gaulle le 9 février 1943 à Londres pour reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France, dans l'Empire, à l'étranger, auront contribué à la résistance du peuple français contre l'ennemi et contre ses complices depuis le 18 juin 1940. Le ruban est rouge pour le sang versé et noir pour le deuil de la défaite. Cette médaille conférée seulement à 65 029 personnes, donc 25 722 à titre posthume, porte la devise « Patria non immemor », la patrie n'oublie pas. Parmi nous sont des membres de l'Association nationale des descendants des médaillés de la résistance française. Nous portons la cravate noire et rouge aux couleurs de la médaille de nos ancêtres. Dénoncés, torturés, sans parler, morts pour la liberté. Nous vous remercions de ne pas laisser dans l'oubli et d'honorer partout où reposent ces médaillés de la résistance et de citer leurs noms. Gardons en mémoire ces médaillés, souvenez-vous de leurs âges. Ils avaient un avenir personnel devant eux et ils nous ont offert leur courte vie pour que nous soyons libres. Citons leurs noms. André Hilaire, 24 ans. Bernard Méric, alias Montjoie, 24 ans. René Vess, alias Sevex, 18 ans. Raymond Verdier, 20 ans. Roland Vidal, 19 ans. Pierre Coupeau, 20 ans. René Péter, 19 ans. À nous le souvenir, à eu l'immortalité. Jean-Pierre Mesure.